voudrais qu'on revienne avec Georges Fenech, avec Nathan Dever, sur cette affaire incroyable, à peine croyable, je le disais. Les voyous n'ont décidément plus de limite. Vous disiez hier soir dans ce studio, Georges Fenech, que vous aviez connu des hommes qui étaient des voyous, certes, qui étaient jugés, et vous les jugiez pour ça, mais qui étaient des personnes qui avaient un code d'honneur. Oui, c'est vrai que dans le grand banditisme de l'époque que j'ai connu particulièrement, c'est les années 80, même avant, 70-80, c'était pas des gens avec beaucoup de morale, attention. Non, on n'a pas dit ça. Mais il y avait une espèce de certainement code, pas. De code quand même moral. C'était des grands voyous, mais qui envoyaient leurs enfants dans les meilleures écoles, qui fréquentaient les meilleures tables de restaurant, qui blanchissaient leur argent des hold-up, vous voyez. C'était d'ailleurs, c'était assez romanesque, tout ça, le gang des Lyonnais. Oui, bien sûr, vous avez connu. Voilà, et ils touchaient pas la drogue, ils ne touchaient, c'était les hold-up. Voilà. Mais pour ce qui concerne les prises, les enlèvements avec demande de rançon, on n'en a pas vu depuis très longtemps. C'était cette époque-là aussi. Là, je voudrais expliquer aux auditeurs d'Europe 1, si vous le permettez, Georges, Nathan, je vous entendrai aussi. Là, c'est en fait pour faire pression sur un convoyeur de fonds, qu'on enlève sa femme et sa fille et qu'on les séquestre pour avoir des informations parce que le convoyeur de fonds transportait des sommes substantielles. C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas le fourgon, on s'en prend directement à la famille maintenant. On a passé un cap. Oui, ça revient au même, même si c'est gravissime. Voilà, c'est ce genre de choses. Moi, je me souviens des enlèvements, si on remonte plus loin, le baron Empin, tout le monde s'en souvient. L'affaire du petit Mérieux, qui avait été enlevé de la grande famille Mérieux de Lyon en 75. C'était, alors, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la police judiciaire a émis une règle intangible. C'est-à-dire qu'ils s'immisçaient dans le rapport entre les preneurs d'otages et les victimes. Ils ne laissaient pas la transaction se faire, ils ne laissaient pas la rançon se livrer. Voyez-vous? Et ça a beaucoup eu de l'effet, puisqu'il n'y a plus, pendant toutes ces années, de demandes de rançon. Voilà. Là, on voit réapparaître cette forme de grand banditisme avec des enlèvements de personnes, de la famille. Il y a un mois de janvier dernier, c'était le patron de Ledger. C'est de la crypto-monnaie aussi qui a fait fortune rapidement et qui a été séquestré, qui a été libéré par le GIGN. Vous voyez, donc ça va pas au bout non plus. Même cette affaire, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ils y ont renoncé. On ne sait pas ce qui s'est passé, on le saura, l'enquête nous le dira. Mais ça ne paye pas vraiment. Vous voyez, parce que la police, la gendarmerie interviennent pour empêcher que ça puisse produire des effets. Oui, mais effectivement, c'est inquiétant. Non, mais c'est très inquiétant. Il y a un enfant qui est dans l'histoire. Je disais, il y a plus de limite dans Devers. On découvre tous les jours une affaire différente. Mais c'est vrai, non ? Oui. Je crois que il y a. Quand on parle de la très très grande délinquance ou de la criminalité organisée, il y a un phénomène massif en France. Alors là, c'est pas exactement le même sujet, mais c'est qu'aujourd'hui, on voit clairement en France apparaître et grandir des mafias, essentiellement autour du trafic de drogue. Il y a aussi d'autres phénomènes de criminalité, mais des mafias au sens presque italien du terme. Et par exemple, j'ai été très frappé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Roberto Saviano, qui est le grand écrivain de la mafia italienne. Et c'est pas seulement un écrivain, c'est pas un romancier qui imagine des histoires. C'est un enquêteur qui connaît parfaitement ce sujet de la mafia, notamment à Naples. Il a dit récemment que, selon lui, il faisait le parallèle entre ce qui se développait en France et ce qu'il avait observé, témoigné, documenté en Italie. Ça, c'est un facteur qui doit vraiment nous inquiéter. Et deuxièmement, alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que tout ce qui est braquage, hold-up, etc., a quand même diminué pour des raisons technologiques liées aux caméras de surveillance. Oui, c'est vrai. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que là, on a affaire à des gens qui n'ont pas ce code d'honneur, cette entre guillemets morale du brigand, même si c'est un oxymore. Alors moi, je connais pas le terrain, mais ça me fait penser. Il y a un texte très célèbre dans La République, au livre 1, où Socrate dit à Thrasymachus, même les brigands doivent avoir une certaine forme de morale. Il prend l'exemple de société de piraterie. C'est ce que disait Georges Fenech. Je rebondis sur ce que vous disiez. Et alors l'exemple, je le fais. Vous ne vous souvenez pas le film Le Parrain Bien sûr. Tous ces grands films, on voit le parrain qui protège sa famille, qui vit dans la bonne société, vous voyez. Et en même temps, il fait exécuter ses adversaires, quoi. Exactement. Et c'est un passage central, c'est ce qui permet à Platon de dire que la justice, c'est pas seulement l'intérêt du plus fort. Pourquoi ? Oui, vous avez dit Socrate, j'étais un petit peu... Enfin, c'est Platon qui fait dire ça à Socrate, mais à Socrate de dire ça. Pourquoi ? Parce que
même des brigands qui, par exemple, vont commettre un braquage, je l'explique avec un anachronisme, après, ils vont devoir se partager le butin. Et pour fonctionner, ils sont obligés de le partager équitablement. Donc, ils sont obligés, même eux, d'inclure une certaine conception de la morale. Mais en tout cas, il est vrai que s'en prendre à de la famille, à des proches, à une épouse, etc., c'est des comportements de gens qui n'ont absolument sans foi ni loi. Tellement, effectivement, l'histoire de la mafia italienne, la Ndrangheta et Camorra, sicilienne, etc., que le ministre de la Justice, M. Darmanin, est allé sur place pour s'inspirer du modèle des prisons, du modèle des repentis, voilà. Donc on voit bien que, effectivement, on sent qu'on est en train de basculer dans une mainmise de groupements, comme ça, de groupes qui se font la guerre, d'ailleurs, entre eux. On voit bien les règlements de compte sur tout un marché colossal qui va de la drogue à d'autres activités criminelles. Ça peut être le racket, la prostitution, tout ce que vous voudrez. C'est essentiellement la drogue. Mais on est dans un système de nature mafieuse, effectivement, qui est quand même une grande nouveauté. Hein. Mais la drogue, elle existait avant, Georges Fenech. Vous disiez, les grands bandits ne touchaient pas à la drogue. La drogue, ça a commencé vraiment... si on met de côté l'histoire de la connection... Ouais. Moi, dans les années... Oui, mais c'était pas structuré comme ça. C'était des petits dealers, vous voyez, des petits réseaux... Là, vous voyez un peu ce qui se passe, c'est commander des gens qui s'évadent des prisons avec des tueurs, des jeunes de 14 ans qui sont commandités de la prison. On est passé, les attaques contre les établissements pénitentiaires, on est passé à autre chose. Hein. C'est une capacité de commettre des attentats multisites à 6 endroits au même moment contre des établissements pénitentiaires ou des agents pénitentiaires. Ça montre qu'il y a une structure, une organisation, une coordination. À laquelle on n'arrive pas à toucher ? Ça, c'est très compliqué. C'est mon grand étonnement. Ah, Georges Fenech, vous êtes comment? On est étonné. 5 jours de ça. Ouais. C'est le 5e jour. Ouais. On ne sait toujours pas d'où ça vient, quoi. Est-ce que c'est purement simplement du narco-trafic, comme le laisse entendre notamment M. Retailleau? C'est probablement ça. Est-ce que c'est les milieux d'ultra-gauche? Est-ce que c'est une ingérence étrangère? On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est quand même incroyable. Ça, c'est le secret de l'enquête. C'est peut-être le secret de l'enquête. Georges, non? Je pense qu'ils ont été surpris, et surtout, comment ils ont pu échapper au radar, les renseignements. Les renseignements qu'ils n'ont pas vus, parce qu'il y avait ce groupe WhatsApp. Bien sûr. Des DPF qui fonctionnaient sur un groupe WhatsApp. Ça a échappé à tous les contrôles. Oui, ça, c'est pas normal, ça, effectivement. Non, c'est un peu inquiétant, même. Ouais. On voit effectivement, Nathan Devers, monter une nouvelle forme de grand banditisme. Oui. Une cognition ou pas? On est en train de voir montrer une forme de grand banditisme qui nous fait très très clairement savoir, jour après jour, qu'ils n'ont pas peur de l'État. L'État peut faire n'importe quoi, ça n'affecte en rien la confiance qu'ils ont dans leur business criminel. Que l'État prenne une stratégie laxiste, alors évidemment ils vont pas avoir peur, mais même si l'État rentre dans le répressif, donc par exemple, une opération CRS 8 dans un quartier, pendant 8 jours, ça permet au quartier de revivre, de retrouver un semblant de sécurité, l'opération s'arrête, 24 heures plus tard, tout revient, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que ça, 12 ans que les choses se passent exactement comme ça. Un point de deal qui ferme, tout ça est documenté, hein. Soit il rouvre 50 mètres plus loin, soit il rouvre le lendemain de sa fermeture, un vendeur qui est mis en prison, le lendemain, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Un grand mafieux qui est mis en prison, sauf avec le plan de M. Darmanin dans les 2 prisons de Condé et de Vendin-le-Vieil, mais en tout cas pour l'instant, il pouvait continuer de bosser sans aucun problème depuis sa cellule. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il faisait cela. Incroyable. J'étais pas en tant que client, c'était dans un contexte absolument légal. Etc. Ouais. Et donc, la question, à mon avis, qu'il faut se poser, quand on est confronté à des actions de criminalité qui viennent de ces gangs, avec quel argent ces actions ont-elles lieu? Mais c'est ça la question que je pose. Avec l'argent de la consommation. C'est-à-dire de gens qui viennent de toutes les classes de la société. Vous n'allez pas encore nous faire la promotion de la légalisation des stupéfiants. Non, mais je le dis pas ça dans cette logique. Ouais. Dans un pays où la vente de drogue est illégale, ce qui est le cas aujourd'hui en France, quelqu'un qui achète de la drogue en l'état actuel des choses, même s'il s'en rend pas compte, il finance. Mais c'était l'objet de la campagne d'ailleurs qu'avait fait le gouvernement. Le joint, le goût du sang. Exactement. Pour l'instant, c'est vrai.